Donc on va voir un peu avec toi, Thomas, quels sont les bons gestes et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Alors, par exemple, je reviens d'une passée. J'étais avec Romain, on a fait une petite passée sympa. Le fusil est mouillé, donc je le mets bien séché sur le radiateur, c'est ça? Alors, il faut éviter le radiateur parce que si le radiateur est très chaud, ça peut faire éclater les bois, donc je le déconseille. Donc, par contre, vous avez bien entendu, on ne met pas le fusil sur le radiateur. Non, jamais, c'est pas bon. Par contre, oui, laisser le fusil au moins une nuit complète à l'air libre pour qu'il sèche un peu. Ça, c'est hyper important parce que tout ce qui est métallique ne demande qu'une chose, c'est de rouiller. Et quand il y a de l'eau sur du métal, ça fait très mauvais ménage. Donc, ça, de bien faire sécher l'arme après. Et puis, il est indispensable de s'équiper avec une bonne huile. Tout le monde a un chiffon ou une vieille chemise pour nettoyer son arme. Et après, donc, on commence par sécher le fusil s'il a été mouillé avec un chiffon. Tout à fait. C'est ça. Et après, on passe de l'huile. Exactement, oui. Ça protège de toute façon. Et plus on met d'huile, mieux c'est. Alors, pas de graisse. Je déconseille la graisse parce que d'abord, ça colle et c'est pas bon forcément pour les pièces mécaniques parce que ça peut garder des grains de sable et des choses comme ça. Mais une bonne huile, un bon chiffon, ça fait très bien l'affaire. Et puis, une révision par an ou deux, quand vraiment il a beaucoup plu ou si on a fait tomber son arme dans l'eau, ce qui arrive souvent à la hutte, ou de pas hésiter à aller voir son armurier pour un entretien périodique de son arme, bien sûr. C'est important de le faire. Et ce que tu dis, c'est qu'une fois qu'on a nettoyé son arme, on le remet pas tout de suite dans la housse comme ça. Surtout arrive. pas. C'est arrivé à tous de ressortir une fois une arme d'une housse et de voir qu'elle était complètement piquée et qu'on s'est dit, pourtant c'est bizarre, je l'avais nettoyée. Le principe d'une housse, c'est que ça garde l'humidité. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment sortir son arme et la laisser sécher à l'air libre. Ne jamais remettre surtout ne pas stocker son arme. Même les bois se gorgent d'eau. Donc c'est une cage de Faraday, par principe. Ça s'évapore et donc ça s'évapore sur les canons et dans la housse en elle-même. Et on nettoie les canons du fusil après chaque utilisation? C'est mieux, oui, c'est mieux de le faire. Alors on fait comment? Parce qu'on a tous ce truc-là avec les brosses. On ne sait jamais laquelle est la bonne à utiliser. Aujourd'hui, il existe des systèmes qu'on appelle en anglais des bore snakes. Ouais, c'est bien ça marche bien. C'est très pratique. Alors au début, c'est un peu dur parce qu'il faut forcer un petit peu pour les rentrer à l'intérieur des canons. Mais là, l'avantage, c'est qu'on ne se pose pas de questions. On est sûr que c'est bien fait. Ça évite de casser les baguettes, de les remonter, etc. C'est très pratique. On laisse ça dans son sac de chasse et c'est fait. Toi, tu conseilles ça, le bore snake? Oui, donc c'est un cordon, c'est un cordon. C'est une ficelle. On l'a fait passer combien de fois? Parce que moi, je sais pas. Une fois normalement suffit, mais au début c'est très dur. On se demande même si c'est adapté pour. Oui, voilà, il faut forcer un peu, mais une fois qu'on a le bon calibre, normalement les 2-3 premières fois sont un peu compliquées, mais c'est très facile d'utilisation et il n'y a pas à se poser 40 000 questions. D'accord. Alors, où est votre armurerie? Où est-ce qu'on peut vous trouver quand même? Alors, l'armurerie s'appelle l'armurerie de l'Élysée. Elle est à Paris, dans le 8e arrondissement. À côté, vous êtes voisins? Oui, tout à fait, exactement. Je suis tout à côté de notre président. Voilà. Et vous n'avez pas le droit de nous dire s'il est client chez vous? Non, le président ne chasse pas. Mais par contre, j'ai pas mal d'hommes politiques qui chassent. On en connaît. Et alors, mais je ne donnerai pas de nom. Pour les carabines, justement, on dit que parfois, peut-être que c'est une erreur, qu'il ne faut pas nettoyer la carabine après chaque utilisation, parce que ça peut avoir une incidence sur la régularité de la précision. Non, alors la seule chose, c'est quand on met de l'huile à l'intérieur des canons, ça peut jouer un effet sur la première balle tirée, qui peut être légèrement déviée à cause de l'huile. Il faut bien sécher le canon, mais ça c'est un peu élitiste. C'est vraiment quand on tire à très longue distance, il faut quand même nettoyer son arme, quoi qu'il arrive. Donc toi, pareil, tu dis la carabine, après chaque utilisation, quasiment, tu aurais tendance à la nettoyer? Oui, c'est mieux de le faire de toute façon, bien sûr. Et là, c'est avec une tige métallique? Oui, là par contre, il y a le bore snake existe aussi pour tous les calibres. Ça existe dans les calibres en 7, 8 ou 9 mm aussi. C'est le même principe. Alors, petite explication pour ceux qui utilisent finalement ces longues tiges en bois avec les 3 brosses. On utilise laquelle en premier? Alors la première, il faut prendre celle qui est métallique, donc la plus dure, qui tourne. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est pour enlever les excédents de poudre. Et après, il y en a une qui est en synthétique, donc là, il ne faut pas hésiter à mettre pas mal d'huile à l'intérieur du canon, justement, pour bien graisser les rayures. Et la dernière qui permet de sécher, qui est une petite... en général, c'est à base de coton, une petite brosse en coton, qui permet de sécher justement le canon. Et celle qui a les poils, là, qui ressemble justement un peu à une mouche ça, c'est l'intermédiaire. Celle qu'il faut utiliser en deuxième, oui. D'accord, ok. Et alors, en tant qu'armurier, pour tes clients qui vont
soit démarrer l'approche, soit la chasse à tir avec des armes lisses là, à partir de septembre. Qu'est-ce que tu préconises? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, on en parlait tout à l'heure avec monsieur. La première chose à faire avant de partir à la chasse, quand on a une carabine, c'est déjà de vérifier son réglage de carabine. Quand on la stocke, on peut avoir un enfant qui joue avec, vérifier le réglage à 100 mètres. Même dans les déplacements de l'arme. Même dans les déplacements, on peut faire tomber son arme, on peut faire choquer la lunette, etc. Donc il est important de vérifier la première chose, le réglage, d'utiliser la même munition, de ne pas changer de munition en cours de saison parce qu'on a des poids de balles qui sont différents. Ça joue considérablement sur le réglage d'une carabine. On peut avoir des différences assez importantes à longue distance. Et puis de s'entraîner aussi. Moi, je conseille évidemment de faire des sangliers courants. Comme vous disiez tout à l'heure, ça évite de se prendre les lunettes dans la figure. Et puis une arme, il y a une chose importante qu'on appelle les poids de départ. Donc quand on appuie sur la détente, chaque arme est différente. Il faut les prendre en main. On parle de gros calibre, c'est dangereux. Il ne faut pas avoir peur de son arme non plus quand on est à la chasse, donc il est indispensable de la prendre en main comme une voiture quand on l'a jamais conduite la première fois, d'apprendre à utiliser les pédales. Pas hésiter. Ça peut s'adapter à chacun. Alors oui, il y a du sur-mesure sur toutes les armes, oui, bien sûr. On parlait d'armes pour les femmes aussi, les jeunes chasseresses. Il y a aujourd'hui les fabricants qui font des armes spéciales pour les femmes, et ça c'est bien, c'est important de le faire. Et après, on a tous des mensurations différentes, on est plus ou moins grand ou petit. Une arme se met à ce qu'on appelle à sa couche, donc ça veut dire la conformité. La conformité, exactement. Ça, c'est capital. Et ça, je me permets d'insister à nouveau, parce que le professionnel ne peut pas le faire. C'est indispensable, parce que maintenant, nos jeunes achètent sur Internet. Ils vont gagner quelques francs, quelques euros en passant par Internet pour acheter une carabine neuve ou d'occasion. Ils vont arriver au stand et à ce moment-là, on va voir qu'il manque 4 cm. Ou alors ils ont pris la carabine du père qui mesurait 1,65 m alors que lui en mesure 1,85 m. Exactement. Et ça, c'est dangereux. Ouais. C'est dangereux pour plein de raisons. De la même manière, si vous êtes droitier ou gaucher, si la lunette, si vous êtes grand, petit, si vous avez une grosse tête, une petite tête, c'est l'éloignement de la lunette, je veux dire, c'est catastrophique. Franchement, ça vous coûtera plus cher, là je m'adresse à tous les nouveaux chasseurs, ça vous coûtera plus cher de passer par un armurier pour acheter votre arme, mais c'est un plus cher apparent. Parce que si vous l'achetez autrement, c'est là où ça vous coûtera encore plus cher de refaire la couche, de remachiner la crosse. Il faut arrêter de croire que sur Internet, c'est moins cher. Il y a eu des dizaines d'études qui ont montré que finalement, c'est quasiment le même prix. Et sur Internet, pour être très franc, il y a des plateformes qui existent, c'est les armuriers qui vendent les armes. Donc c'est exactement... Non, moi, c'est juste l'expérience. C'est exactement le même prix. Et parfois, même, c'est plus cher sur Internet. Quand on les voit arriver, c'est pas bon. Les armuriers, ils ont su maintenant depuis pas mal d'années bien se positionner par rapport au prix justement d'Internet. Et très souvent, vous remarquerez qu'en armurerie, l'arme est moins chère que on est obligé de s'adapter. On s'adapte de toute façon. Donc, d'autant plus de raisons de passer directement par un armurier. Et ça, Thomas, toi, tu as dû voir ça des dizaines de fois dans des chasses, des gens qui sortent limite l'arme de la boîte et qui n'ont pas tiré une douille. On le voit. C'est dingue. Hein. Nous, on a un rôle de conseil aussi, on le dit aux clients. On ne peut pas partir à la chasse comme ça sans avoir essayé une arme. Moi, ça me paraît complètement fou, mais on le voit encore. Moi, j'ai entendu des gens, des battues de grand gibier en disant « Elle est toute neuve, j'espère qu'elle est bien réglée. Oui. » Je vous promets, c'est pas faux. Et il y avait à Rambouillet l'ONF qui organisait des journées de chasse où il faisait tirer les gens avant la battue, il y avait 20% des personnes dont la lunette était déréglée. 20%. Et chiffre bas. Hein. Et sans parler je parlais tout à l'heure des différentes cartouches dans les poches où les clients sortent des cartouches de tout type, donc avec des poids de balles différents, etc. Et ça, on a beau le dire, c'est pareil. Après, alors, moi, ce qui me révolte, c'est que ce sont des animaux blessés au pire. Au pire, c'est révoltant. On a une éthique qui fait que il faut savoir ce qu'on fait. Sur les carabines, est-ce qu'on peut déclencher à blanc? C'est-à-dire que moi, je vais à la chasse au gros 1 à 2 fois par an. Pas question de sortir mon arme sans avoir chez moi réappris à la manipuler. Hein. C'est une arme dangereuse, donc je la sors chez moi, je vérifie que tout va bien, je refais mes manips pour charger mes balles, etc. parce que je le fais une fois dans l'année.
Et évidemment, quand il n'y a pas de balle engagée, je déclenche pour justement me familiariser avec le poids de détente, le moment, tous les mécanismes. Oui, il existe des cartouches percutes, ce qu'on appelle des fausses cartouches. Est-ce que ça pose problème? Sinon, sur une carabine, c'est pas très grave. La question, c'est qu'une fois qu'on a nettoyé son arme, on a toujours vu ça, même nos pères, ils rangent dans la housse le fusil, ils percutent entre guillemets à vide, et il paraît que c'est très mauvais. Non, alors sur une carabine, c'est pas très grave, mais sur un fusil, il faut éviter de le faire parce qu'on peut tout simplement casser un percuteur. Il n'y a rien qui le retient, donc parfois le percuteur peut sortir de son logement et c'est un percuteur de cassé. Ça fait travailler les armuriers, mais c'est pas le but. Oui. Enfin, avant de ranger sa carabine dans l'étui, si elle est à verrou, il faut quand même à chaque fois, même si on est sûr d'avoir enlevé les... Il faut toujours vérifier, évidemment. Toujours faire le coup de vérification. Oui, ça, bien sûr, toujours. La sécurité avant tout, toujours bien vérifier évidemment qu'il n'y ait pas de cartouche dedans. Surtout sur des armes avec des chargeurs, il y a toujours ce risque-là. Et avec et les armes semi-automatiques. Qui me paraît très dangereux, moi, c'est le Stecher. Oui, alors ça, il s'est utilisé que dans des conditions... Franchement, pour les Allemands, peut-être c'est bien. Pour nous, je veux dire, c'est... Qu'est-ce que c'est? Ça permet on effleure à peine la détente. C'est un système qui permet de tirer à très longue distance. Pousse légèrement la queue de détente. C'est pour éviter les coups de doigts, non? C'est pour éviter les coups de doigts, oui. Du coup, il en résulte... Mais c'est très... C'est très sensible. Oui, puis on peut Et puis pour le déverrouiller, c'est tout un truc. Une fois que vous l'avez mis, pour l'enlever, c'est pas commode. Ça dépend des armes. Chacun... Vous avez des armes où il faut... Et c'est autorisé en France? C'est autorisé en France. C'est vrai que moi, je le déconseille parce que c'est vraiment, on a tendance à se faire surprendre. C'est surtout utilisé dans les pays germaniques, en Allemagne et autres pour les tirs à longue distance. Mais comme en France, d'abord, on a une éthique qui nous dit de ne pas tirer au-delà de 100 mètres, ce qui est déjà beaucoup. On n'en a pas besoin. Vous êtes optimiste. Maintenant, il y a des SDGC où c'est 30 mètres. Oui, non mais voilà, mais c'est pour ça que je précise. De base, c'est créé pour améliorer la... C'est pour éviter les coups de doigt, tout simplement. Ouais, voilà, pour améliorer la précision. Oui. Et question idiote, le modérateur de son, dont on a peut-être équipé sa carabine, on l'enlève après chaque utilisation, on peut le laisser tout le temps? Ah non, on peut le laisser tout le temps, oui. Oui, ça, c'est pas un problème. Alors ça, c'est quelque chose que vous mettez en place, j'imagine. Vous faites des battues périurbaines avec modérateur ou des archers, non? Archers, modérateur de son, oui. C'est ça. Tout à fait. Mais modérateur de son, c'est quand même un peu embêtant à deux égards. Le premier égard, c'est que vous avez une arme quand vous la... ça déséquilibre complètement. Et donc il faut vraiment que ce soit posé. Vous ne pouvez pas tirer avec un modérateur de son, enfin celui que j'ai, qui est tout récent. C'est très compliqué. La première chose. Et la deuxième chose... qui l'utilisent en battu maintenant, parce qu'ils sont de plus en plus légers. C'est comme tout, il faut être formé. Parce que moi, je ne peux pas tirer en battu un animal si ma carabine fait ça. Ça fait beaucoup de progrès aujourd'hui, ils sont beaucoup plus légers aussi. Tout à fait. Et la deuxième chose, c'est que le réglage n'est pas le même avec ou sans le modérateur. On en a parlé avec Thomas la dernière fois, c'est que... Alors, il n'y a pas une différence énorme suivant les balles et tout ça, mais néanmoins, si on utilise un modérateur et que la carabine est réglée avec un modérateur, en gros, il faut l'utiliser tout le temps. Si on l'enlève, les réglages ne sont plus les mêmes du tout. On joue sur la vitesse de sortie, donc il faut à chaque fois régler l'arme. Et alors, dernière question, petit rappel, donc la saison du gibier d'eau arrive bientôt. Sur les zones humides, on doit tirer des cartouches de substitution. Il y a eu de gros progrès qui ont été faits. Oui, les fabricants... Sur les performances, déjà. Alors, et puis surtout sur les prix aujourd'hui, puisque les prix ont considérablement baissé. Et on a maintenant aujourd'hui des cartouches qui sont performantes. Au début, ce n'était pas le cas. Tous les fabricants de cartouches travaillent. S'ils sont mis, ça va être obligatoire. Il y a intérêt parce que ça nous arrive tout droit, à mon avis. C'est acté, on sait qu'on va y avoir droit dans les mois, enfin en tout cas dans les années à venir. Donc tous les fabricants s'y mettent et aujourd'hui on a des cartouches qui sont performantes et qui ont considérablement baissé en prix. Ça redevient accessible. Au début, le bismuth et toutes ces cartouches-là étaient très très chères. Aujourd'hui, on a des substituts qui marchent bien. Oui. Petit rappel, parce que tu es armurier, haute pression, basse pression, pour les gens qui se posent toujours la question. Alors là, le principe, c'est de faire très attention à son fusil. Surtout ceux qui ont des belles armes, comme celle que tu veux vendre. Exactement. Il faut faire attention que le fusil soit ce qu'on appelle éprouvé bidacier. Donc c'est marqué dessus, normalement, sur les canons? Il y a un petit symbole sur les canons avec une fleur de lys. Donc là, qui veut dire que les fusils sont bien éprouvés. Donc là, on peut tirer de la haute pression sans problème. Donc c'est 1200 bars, c'est ça? C'est ça, 1250, oui. Ouais. Après,
dans les fusils anciens, type Holland, Purday, des fusils de renom et de grandes marques, aujourd'hui il existe des substituts qui sont un peu moins efficaces, mais qui permettent de garder son fusil. Il ne faut pas penser pas utiliser de la haute pression dans des fusils qui sont pas fabriqués. Ça on abîme les tubes, ça va très très vite, et dans ces cas-là, c'est un canon à changer. Donc sur des marques comme Holland ou autres, ça coûte très très cher. Donc il faut vraiment s'assurer que son fusil soit bien éprouvé bidacier. Aujourd'hui, tous les fabricants font des fusils qui sont éprouvés bidacier, même Holland, même Purday, même Boss, puisque maintenant ce sont des directives européennes, donc ça va être obligatoire partout. Donc ça c'est important, et si on n'est pas sûr, alors demandez conseil encore une fois à votre armurier, et ne tirez pas de cartouches dans le doute, ne vous faites pas de prêter de cartouches non plus, parce qu'on ne sait pas ce qu'on tire. Et on nous dit qu'un certain nombre de pays, comme les États-Unis ou la Norvège, referaient marche arrière et étaient novateurs pour les munitions de substitution, et maintenant reviendraient au plomb pour un certain nombre de raisons. Oui, on sait que le plomb est de loin ce qui est le plus efficace comme munition. Le pouvoir de pénétration, les distances de tir sont supérieures, l'acier par définition est beaucoup plus lourd, donc c'est moins important, c'est pour ça qu'on utilise des cartouches haute pression pour pouvoir justement pousser le... Mais il y a eu des progrès dingues, hein, les TSS par exemple qu'on utilise à la hutte, c'est même bien plus efficace que le plomb. Bon, merci beaucoup Thomas, de toute façon tu vas revenir un jour. Quand on sera ensemble, je te montrerai l'état du fusil que j'utilise en bord de mer. À mon avis, tu ne me parleras plus pendant 2 ou 3 mois. Une espèce de barre rouillée, voilà.